Ça y est, la période du mercato estival est pleinement lancée, et avec elle son lot de débats, de rumeurs, d'attentes et d'officialisation dans tous les sens. Le marché des transferts représente une frénésie d'informations qui s'est multipliée avec le temps. Avant, on apprenait les recrues dans l'équipe ou France Football, mais désormais, avec les réseaux sociaux et l'émergence de journalistes spécialisés dans le domaine, comme Fabrizio Romano, il est quasi impossible de passer à côté. C'est très rare de voir un club officialiser un joueur sans que l'on sache tout en amont. Avec du recul, on a pu apercevoir que certaines équipes ont aligné les planètes et que leur mercato a porté leurs fruits dès la première saison, parfois avec des titres emblématiques, et sinon, sur la durée, avec des records, des joueurs devenus des légendes et des épopées qui feront date. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va se pencher aujourd'hui sur ces mercatos emblématiques qui ont marqué l'histoire de certains clubs, qui ont permis à ces équipes de gagner, voire de beaucoup gagner. Et bien sûr, quand on parle de recrues qui ont fait leurs preuves, qui ont laissé une très belle trace, difficile de ne pas évoquer le Real Madrid, direction le Santiago Bernabéu. Mais il n'y a pas que le mercato à suivre cet été, il faut que je vous parle de l'autre événement avec Orange qui soutient l'équipe de France féminine qui va tenter de décrocher son premier sacre européen. Les joueuses de Laurent Bonadei entrent en lice et à travers cette compétition, il faut rappeler que si les joueuses évoluent aujourd'hui, c'est parce qu'elles se sont battues. Et oui, malheureusement, on compare encore trop souvent le football féminin et masculin, trop de clichés, de préjugés et ça ne permet pas de faire avancer la cause. On peut rappeler que le football féminin a même été interdit en France pendant plusieurs années et ça s'est pas passé il y a 200 ans, c'était lors du siècle dernier. Pour l'occasion, Orange Football vous propose un petit film qui retrace 100 ans de lutte pour le football féminin. À premier abord, on se dit oh, le football c'est pas un sport pour les filles. Si je ne joue pas au foot, il y a quelque chose qui manque en moi. Parce que ces demoiselles veulent jouer, on va les empêcher. Vous pensez pouvoir devenir l'égal de footballeur masculin? On est aussi fort qu'un homme, pourquoi pas? Porter de côte, c'est émotif, je crois. Je sens que j'ai le football dans la peau. Vous pensez que c'est compatible de jouer au football et de garder sa féminité? Bien sûr, on n'a pas l'air féminin. Pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? C'est un sport dur pour des jambes de jeunes filles. Ce n'est quand même pas un sport qui est fait pour les femmes. On devrait arrêter cette misogynie. On veut faire de la femme sportive un sex symbole. Aujourd'hui, le haut niveau, c'est s'entraîner tous les jours. Aller travailler, enchaîner avec un entraînement de haut niveau le soir, ça fait des grosses journées. Aujourd'hui, j'ai la chance de signer un contrat pro. J'ai pas le choix, je dois réussir. J'espère qu'à travers cette petite vidéo, vous avez pu en apprendre plus sur l'histoire du football féminin et surtout pourquoi ça a été un combat. Vous pouvez également retrouver avec Orange une série d'interviews de grandes joueuses comme Sonia Bonpastor, Laure Boulot ou encore Marinette Pichon qui racontent leur parcours mais aussi les obstacles rencontrés. Orange croit que le sport peut faire avancer la société et agir en ce sens. Soutenir les Bleus, c'est soutenir toutes celles qui se sont battues pour avoir une place. Un grand merci à Orange Football de m'accompagner sur cette vidéo et de m'avoir fait confiance pour vous parler de football féminin. Je vous mets en description tous les liens nécessaires pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu plus sur ces luttes et sur l'histoire du football féminin. Madrid, été 2009. Revenu à tête du Real en tant que président, Florentino Pérez veut relancer la machine et gagner. Ses premiers galactiques, Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, ont mis des étoiles dans les yeux des supporters, mais n'ont pas réussi à remporter la Ligue des Champions ensemble. Pour son deuxième mandat, Florentino Pérez arrive dans un Real qui gagne encore sur le plan national, à l'image des 2 Ligas décrochées en 2007-2008, mais était loin de ses ambitions en Ligue des Champions depuis la dernière victoire qui datait de 2002, avec plusieurs éliminations successives en huitièmes de finale contre le Roma, la Juventus, Arsenal ou encore le Bayern. D'ailleurs, juste avant le mercato qui nous intéresse, lors de la saison 2008-2009, le Real a été sorti par la toute petite porte, battu par Liverpool à Anfield, avec un cinglant 4-0 infligé par les Reds. En conséquence, le Real Madrid tape du poing sur la table et décide de faire le tri dans son effectif
d'inviter de nombreux joueurs à partir. Il y a notamment la colonie néerlandaise, Schneider, Robben et Huntelaar qui font leur valise, mais aussi d'autres joueurs, certains gros noms du Real comme Salgado, Cannavaro ou encore Heinze et Saviola, qui eux aussi ne rentrent plus dans les plans, ce qui va permettre derrière à Florentino Pérez de dégainer et de dégainer très fort. Pour redevenir le club numéro 1, les merengues doivent ramener les meilleurs joueurs et qui de mieux que les ballons d'or pour illustrer cette politique. En conséquence, et Cristiano Ronaldo, ballon d'or 2008 et Kaka, ballon d'or 2007 font leur arrivée dans la capitale espagnole. Pour 94 millions d'euros, montant record à l'époque avec une arrivée de rockstar au Bernabéu, Ronaldo renforce l'attaque du Real en portant d'abord le numéro 9 et récupérera le numéro 7 un an après, suite au départ de Raúl à Schalke 04. Et là, pas besoin de vous faire un dessin sur la réussite totale de CR7 dans ce club, meilleur buteur de l'histoire du Real, vainqueur de 4 Ligues des Champions et de nombreux moments marquants, le retourné contre la Juve, le triplé contre l'Atlético, et en plus CR7 a pu entretenir sa rivalité directement en Espagne avec Lionel Messi, sans parler aussi de l'évolution de son poste, de l'ailier virevoltant au numéro 9 létal capable de marquer sur la moindre miette. Du côté de Kaka, ce sera beaucoup plus contrasté, on peut même parler de déception par rapport à ce que nous a offert le génie du Milan, on est quand même sur 29 buts et 39 passes décisives en 120 apparitions, c'est pas un bilan statistique dégueu pour un milieu offensif, mais c'est loin de ce qu'il nous a offert à San Siro. D'ailleurs, il retournera chez les Rossoneri en 2013 après avoir été supplanté par Ozil, Modric puis Di Maria. Mais à ce moment-là, à l'été 2009, il n'y a pas que des ballons d'or qui signent au Real Madrid. On a aussi de la jeunesse avec Esteban Granero 22 ans, Raúl Albiol 23 ans et bien sûr celui qui nous intéresse un peu plus, Karim Benzema âgé de 21 ans. Si tout n'a pas été simple dans le début de l'aventure de Benzema au Real, avec notamment certaines déclarations de Mourinho qui disait qu'on ne pouvait pas aller à la chasse avec un chat ou sa concurrence avec Higuaín, mais au fil des années, Karim Benzema a fini par mettre tout le monde d'accord et devenir lui aussi un ballon d'or. Formidable lieutenant et joueur collectif de la BBC avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, Karim Benzema va se transformer en leader d'attaque lors des départs de ses coéquipiers, notamment cette Ligue des Champions 2022 où il marque à plusieurs reprises des triplés, des buts extrêmement importants dans cette quête de Ligue des Champions. Le temps où le 9 était comparé à un chat paraît très très loin. Mais ce Real 2009 néo-galactique a appris aussi de ses erreurs en prenant également des joueurs fiables et aptes à se dévouer pour un collectif. Xabi Alonso remplit alors tous les critères désirés. 27 ans, patron du milieu de terrain à Liverpool avec Steven Gerrard et joueur d'une rare intelligence pour anticiper, défendre et aussi relancer. Jeu long, jeu court, pas besoin de vous présenter le Basque qui a été très important aussi dans cette quête de renouveau pour le Real. Dans un autre registre, son coéquipier des Reds, Alvaro Arbeloa, lui aussi arrivé lors du même été en provenance de Liverpool, va rendre bien des services, plus de 200 matchs joués, un défenseur de rotation capable de dépanner en fonction des besoins et clin d'œil du destin puisque les deux se retrouvent aujourd'hui à Madrid. Xabi Alonso est devenu l'entraîneur principal des merengues et Alvaro Arbeloa s'occupe lui de la réserve juste à côté. Pourtant, ce Real Madrid nouvelle génération va connaître les mêmes galères que ses prédécesseurs dans la coupe aux grandes oreilles. Dès la saison qui suit ce très très beau mercato estival, le Real se fait taper par l'Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça reste fâcheux, mais si on va un peu plus loin, je vous le dis, le mercato peut avoir un impact sur le long terme et ce Real Madrid 2009, c'est incontestable qu'il ait eu son importance avec des joueurs qui sont rentrés dans la légende du club à l'image de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Xabi Alonso et d'autres étapes un petit peu difficiles comme l'élimination par Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions 2013. Mais l'année suivante, en finale contre l'Atlético, les hommes de Carlo Ancelotti parviennent à décrocher cette décima tant attendue. Alors oui, les sommes dépensées sont colossales, on parle de très gros noms, mais justement, c'est pour ça qu'on apprécie ce mercato du Real 2009, c'est qu'il fallait renouveler le vivier de stars, et ils sont parfaitement parvenus, surtout que beaucoup d'entre eux sont passés derrière à la postérité, et font partie des très très grands noms du Real Madrid. On vient de voir qu'avec ce mercato du Real Madrid 2009, on pouvait capitaliser sur la durée avec de très grosses stars qui sont rentrées dans la légende. Mais là, tenez-vous bien, on tient le chef-d'œuvre, sans doute le mercato le plus abouti pour une première saison, celui qui a eu l'impact le plus immédiat. Lors de ce même été 2009 que le Real, une autre écurie européenne d'une certaine envergure va elle aussi réaliser des emplettes assez dingues. Il s'agit de l'Inter Milan avec à sa tête José Mourinho. Arrivé la saison précédente, le Special One avait marqué son territoire en Italie en remportant la Serie A dès sa première saison. Mais en Ligue des Champions, le parcours s'était arrêté assez vite, éliminé par Manchester United, futur finaliste, dès les 8e de finale,
En conséquence, Mourinho a demandé à sa direction plusieurs renforts. Star de l'équipe en 2008-2009, en marquant 29 buts toutes compétitions confondues, Zlatan Ibrahimovic va être sacrifié et vendu au Barça afin de garnir cette enveloppe mercato, et ce transfert d'Ibra va avoir une incidence colossale à l'image du joueur qui est impliqué dans l'opération, Samuel Eto'o, qui fait le sens inverse, Barça-Inter. L'attaquant camerounais débarque en Lombardie après plusieurs années réussies en Catalogne, mais il était un petit peu en froid avec Pep Guardiola. Et là pareil, pas besoin d'être explicite sur la réussite de Samuel Eto'o qui a inscrit 52 buts en seulement 2 saisons, un passage court mais extrêmement impactant du côté de l'Inter. L'implication de la star des Lions indomptables est totale, à l'image de sa contribution défensive lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Barça. Et ça démontre aussi à quel point Mourinho a su rentrer dans la tête de ce vestiaire et faire adhérer tout le monde à ce projet. Et il n'y a pas que Eto'o qui a fait très fort au niveau des arrivées. Comme patron de sa défense, au milieu des Maicon, Kivu, Samuel Materazzi ou encore Cordoba, l'entraîneur portugais jette son dévolu sur Lucio, 31 ans, qui arrive en provenance du Bayern pour seulement 7 millions d'euros. Alors oui, on est en 2009, mais ça paraît quand même dérisoire pour un joueur de cette qualité. On le rappelle, très bon en club à Leverkusen et au Bayern, mais aussi au Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde 2002. Juste devant lui, un des 2 joueurs recrutés au Genoa durant cet été avec Thiago Motta. Pour fluidifier la relance et avoir un maître tacticien de plus sur le terrain, l'Italo-brésilien cochait toutes les cases et va former au passage un superbe duo avec Cambiasso, de temps en temps aussi un trio royal avec Dejan Stankovic. Mais c'est bien en attaque, en plus de Samuel Eto'o, où l'Inter va recruter en qualité et en quantité pour orchestrer tout ça et faire le lien entre ces géniaux besogneux et ces artistes devant. Les interistes ont besoin d'un numéro 10 et se penchent sur Wesley Sneijder. On l'a dit précédemment, Wesley Sneijder a été poussé vers la sortie du côté du Real et le mercato XXL désiré par Florentino Pérez va profiter à l'Inter. Sneijder arrive pour seulement 15 millions d'euros, j'insiste sur les montants parce que ça paraît totalement fou 15 ans après d'avoir de tels prix pour de tels monstres. Et là, pareil, pas besoin de vous résumer la très belle carrière de Sneijder à l'Inter qui réussit une saison 2009-2010 assez incroyable avec en plus la finale de Coupe du Monde disputée avec les Pays-Bas. Il aurait pu remporter le Ballon d'Or, mais Sneijder pour seulement 15 millions d'euros a été un formidable artisan du triplété de Mourinho. Enfin, pour terminer les actions et avoir un œuf au bout de la chaîne, le président Moratti fait confiance à Mourinho qui a ciblé Diego Milito qui évoluait lui aussi au Genoa comme Thiago Motta. Recrue la plus chère de ce mercato pour un coût de 28 millions d'euros, Il Principe va tenir toutes ses promesses, déjà qui sortait d'une très belle année au Genoa. Là vraiment ça va être un joueur emblématique de ce triplété à l'image de son doublé en finale de Ligue des Champions. Auteur de 30 buts en tout, Milito est rentré dans la légende des Nerazzurri comme les noms cités précédemment et petit scandale pour lui, il ne figurait pas dans la liste des 23 du Ballon d'Or, pourtant il a été très costaud, très important dans ce sacre de l'Inter. À noter aussi lors du mercato hivernal l'arrivée de Goran Pandev qui était un petit peu en bisbille avec la Lazio. Lui aussi il va être utile dans ce triomphe de l'Inter qui remporte la Serie A, la Coupe d'Italie et bien sûr la Ligue des Champions. Avec le triplé acquis dès cette première saison, des monstres absolus à leur poste et des souvenirs pour toujours, ce mercato 2009 de l'Inter pour 100 millions d'euros, il est plus que parfait, vraiment une réussite totale sur tous les points. Dommage derrière que ce soit un petit peu écroulé pour l'Inter qui a connu une Panthera par la suite dans les années 2010 avant de revenir un peu plus dans la lumière au début des années 2020. On reste en Italie pour évoquer une période forcément marquante de la Serie A au tournant des années 90-2000 où le calcio était le championnat le plus réputé et le plus fort au monde. Une multitude de stars, des effectifs pléthoriques, de grands coachs, il n'en fallait pas plus pour que cette période soit propice à de beaux mercatos et le cas de la Juve en 2001 est plus qu'intéressant. Vice-championne d'Italie en 2001 derrière la Roma, la vieille dame ne résiste pas à l'offensive de Florentino Pérez, toujours et encore lui, et du Real Madrid qui vont chercher Zinedine Zidane. Pas besoin évidemment de vous présenter Zizou pour ce qu'il symbolisait à l'époque en club et en sélection, auréolé d'un Ballon d'Or et de son doublé Coupe du Monde Euro avec les Bleus. Dans la foulée, les dirigeants turinois actent d'autres départs. Edwin van der Sar, le gardien qui rejoint Fulham, et surtout l'attaquant Filippo Inzaghi, le numéro 9, qui rejoint l'AC Milan pour 36 millions d'euros. Et oui, à l'époque, c'était une vraie rivalité entre ces équipes italiennes. On s'achetait les meilleurs joueurs, il y avait beaucoup de concurrence, et la Juventus va aller sur ce terrain-là en prenant 3 joueurs d'une importance incroyable et cruciale. Et oui, avec cette enveloppe mercato XXL et l'envie de regagner une Serie A 3 ans après le dernier titre, la Juventus ne va pas faire les choses à moitié en allant chercher ce qui se fait de mieux chez les autres équipes italiennes. On a parlé de duo précédemment avec Milito et Motta, il y a un autre duo qui va être très intéressant à récupérer pour la Juve avec bien sûr Gigi Buffon et Lilian Thuram en provenance de Parme avec un montant proche des 90 millions d'euros. Le gardien italien, transféré à 52 millions d'euros, devient alors le portier le plus cher de l'histoire dans cet été de tous les records. Et c'est vrai qu'à 23 ans, en Italie, Gigi s'est déjà imposé comme une référence au milieu des Toldo, Peruzzi ou encore Antonioli.
En plus de ce duo défensif impressionnant, je pense que j'ai pas besoin de développer sur la qualité de Lilian Thuram qui était l'un des tout meilleurs à son poste à l'époque. La Juventus a besoin d'un nouvel élément créatif pour remplacer et combler le départ de Zidane. Comme pour le duo parmesan, les dirigeants turinois vont piocher aussi en Italie, cette fois-ci du côté de la Lazio avec Pavel Nedved. Le Tchèque, alors âgé de 28 ans, était l'un des joueurs les plus décisifs et épatants de Serie A, qui avait déjà figuré parmi les nommés au Ballon d'Or, et vous connaissez la suite, il le remportera en 2003, cette fois-ci sous les couleurs des Bianconeri. Dans le sillage de ce trio fabuleux, la Juventus va choisir d'autres joueurs pour renforcer son équipe lors de cet été 2001, avec notamment la question du numéro 9, il faut remplacer Pippo Inzaghi. La Juve fait aussi ses emplettes à la Lazio avec un autre double transfert en plus de Nedved, c'est Marcelo Salas, le Chilien, qui est choisi, mais lui, il va pas avoir du tout la même réussite que son ancien coéquipier Ladiale, avec une blessure sérieuse au ligament croisé assez tôt dans la saison, et surtout l'installation définitive de la paire, et quelle paire, David Trezeguet, Alessandro Del Piero sur le front de l'attaque. Le Chilien aux cheveux longs n'a pas eu du tout le bon contexte pour s'imposer dans le Piémont. Avec ce trio assez incroyable, en plus d'une équipe déjà très compétitive, la Juventus va récupérer son trône en Serie A en remportant 2 titres en 2002 et 2003. On est obligé de mentionner aussi cette finale de Ligue des Champions perdue contre le Milan en 2003 qui laissera beaucoup de regrets aux Turinois, avec notamment l'absence de Nedved suspendu pour ce dernier match. Et ensuite, vous le savez, la Juventus a traversé une période plus compliquée avec le scandale du Calciopoli, la relégation en 2e division, la perte de 2 titres, mais la vieille dame est redevenue une terreur au cours des années 2010. Certains d'ailleurs resteront fidèles malgré cette période difficile. Nedved sera de l'aventure en Série B, tout comme Gigi Buffon qui restera le gardien, malgré un petit passage au Paris Saint-Germain, le gardien de cette équipe de la Juventus jusqu'à 41 ans. S'il manque le Graal absolu pour ce trio avec la Ligue des Champions, mais c'est le cas pour beaucoup de joueurs de la Juventus, quoi qu'il arrive avec leur longévité et leur impact, on est obligé de les mettre sur un piédestal pour ce qu'ils représentent et ce qu'ils ont incarné à la Juventus. Je vous l'ai dit, l'Italie des années 2000 c'était un monde à part et il n'y a pas que l'Inter et la Juventus qui ont brillé dans le domaine du mercato. On a parlé avec le triplé réalisé par les Nerazzurri d'impact immédiat, de joueurs qui ont su parfaitement rentrer dans le moule. Dans ce sens, il y a un autre exemple qui est très parlant, pas besoin de voyager très loin, on reste à Milan pour évoquer le cas du rival, les Rossoneri, qui ont été très inspirés et très malins, notamment d'un point de vue financier, lors du mercato d'été 2002. Après avoir bâti une équipe plus que compétitive la saison précédente, avec Andrea Pirlo, Rui Costa ou encore Pippo Inzaghi, les têtes pensantes milanaises vont réaliser tout simplement un mercato remarquable. Avec Carlo Ancelotti l'entraîneur, Adriano Galliani le directeur sportif et Silvio Berlusconi le président, on va appliquer la même stratégie que la Juventus, aller chercher des éléments très forts chez la concurrence en Italie afin de se renforcer et aussi, vous l'avez compris, d'affaiblir les autres. Là, on est purement dans le football de tonton, ça pue la nostalgie, ça pue l'ancienneté, et le nombre de bons joueurs ramenés lors de cet été 2002, je suis assez épaté, surtout que c'est pas un mercato qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, et je vais évidemment vous présenter les noms. Vous allez être un peu comme moi, vous allez dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé à Milan, parce qu'on a été très fort sur tous les plans, avec d'abord Alessandro Nesta qui va former une superbe charnière avec Paolo Maldini. Alors âgé de 26 ans, en pleine ascension dans la forme de sa vie, il va coûter que 31 millions d'euros. Je me répète, je trouve pas ça délirant pour l'époque et compte tenu de la qualité d'un Nesta, futur champion du monde 2006, mais il n'y a pas que lui qui arrive en provenance d'équipe italienne. Et on a parlé de l'Inter, l'AC Milan va être malin en allant chercher un joueur interiste en la personne, vous le connaissez tous, de Clarence Seedorf. Lui aussi, il a 26 ans et le néerlandais rejoint un secteur alors bien fourni avec Gattuso, Pirlo, Ambrodini, mais vous connaissez ses qualités, un milieu de terrain très complet, très fort, endurant, qui sait tout faire. Donc bien sûr, pour une équipe comme l'AC Milan de Carlo Ancelotti, c'était du pain béni de pouvoir le récupérer. Et là aussi, le prix il est assez fou pour deux équipes encore plus rivales, voire ennemies. 22 millions d'euros, un Seedorf qui va faire beaucoup de bien à cette équipe milanaise. Si les autres transferts payants ne vont pas être aussi incroyables que Seedorf et Nesta, avec Martin Lorsen, Samuel Dell'Abona ou encore Dario Simic, là où le Milan va être assez malin, je vais pas dire précurseur parce que ça pouvait se faire à l'époque, on sait que c'est monnaie courante aujourd'hui, c'est les joueurs libres, c'est les joueurs en fin de contrat, les vainqueurs de la Coupe du Monde 2002 qui rejoint l'AC Milan en tant que joueur libre cet été-là, c'est Rivaldo, en fin de contrat avec le Barça. Alors évidemment cette saison-là, puisqu'il n'est resté qu'un an, Rivaldo c'était pas sa meilleure année en tant que joueur pro, il a fait bien plus, on parle d'un Ballon d'Or 99, au Barça il a déjà atteint des standards très hauts, mais il a quand même rendu des services et surtout il est reparti avec ce qu'il cherchait, la coupe aux grandes oreilles. Et oui, parce que je vous ai parlé du triplété de l'Inter, mais pour cet AC Milan-là, il y a aussi eu un trophée hyper important dès cette première saison, avec tous ces joueurs qui sont arrivés, et vraiment un mercato bien senti, où tout le monde a pu participer. Deux autres noms qui ont également rejoint l'AC Milan, Jon Dahl Tomasson, l'attaquant danois, qui sera un bon super sub à Andrei Shevchenko, et Leonardo qui revient faire une dernière pige, et qui terminera sa carrière à l'AC Milan, mais quoi qu'il arrive, pour 70 millions d'euros, et oui,
tous ces joueurs cités n'ont coûté que 70 millions d'euros. L'AC Milan 2002 a été très fort à court et moyen terme, et bien sûr que ce mercato d'été 2002 pour les Milanais, on est obligé de l'inclure dans cette catégorie. Quand on parle de mercato marquant, encore plus en Ligue 1, on ne peut que penser au Paris Saint-Germain. Difficile de ne pas les inclure, encore plus avec l'ère Qatari, où ils ont pu réaliser plusieurs mercatos estivaux d'une certaine ampleur. Alors ça va dépendre des points de vue. Certains vont privilégier l'été 2017, avec le duo Mbappé et surtout Neymar, et tout ce que ça représente comme arrivée, le joueur le plus cher du monde encore aujourd'hui, avec sa clause pétée par Nasser. Et puis sinon, il y en a d'autres qui vont apprécier le mercato 2021, avec l'arrivée de plusieurs stars, Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et des jeunes comme Hakimi et Nuno Mendes qui ont fait leur preuve, d'ailleurs quand on parle d'impact sur la durée avec cette Ligue des Champions remportée il y a quelques semaines. Et sinon, pour terminer, d'autres qui peuvent le dire, c'est vrai, je suis d'accord avec eux, que le dernier mercato réalisé par Campos avec João Neves, Désiré Doué et Willian Pacho a été très très bon, très intéressant dans cette quête de succès par Luis Enrique, avec évidemment l'apport supplémentaire de Gvara en hiver. Moi j'ai choisi de parler du mercato d'été 2012. Pourquoi ? Parce qu'il symbolise selon moi le vrai changement de dimension du Paris Saint-Germain, avec l'arrivée, bien sûr, vous en doutez, de Zlatan Ibrahimovic, un joueur qu'on attendait, un frisson en Ligue 1, et puis cette présentation devant la Tour Eiffel sur la place du Trocadéro, ça rajoute un petit grain supplémentaire de bling-bling, de stars que voulait le Paris Saint-Germain. On se remet dans le contexte, le projet Qatari a été lancé depuis un an, mais en Ligue 1, le PSG n'a pas été récompensé dans sa quête de titre, battu à la surprise générale par le Montpellier de Loulou Nicolin. Les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et Jean-Claude Blanc, vont passer à la vitesse supérieure en se disant il faut des stars mais aussi des joueurs d'avenir. Je vous l'ai dit, Zlatan Ibrahimovic incarne parfaitement ça, un attaquant iconique du ballon rond, une grosse personnalité et quelqu'un qui peut aider le PSG à s'installer à la table des grands. On a parlé précédemment du double transfert Diego Milito, Thiago Motta qui a été une réussite totale à Inter, et c'est vrai que Zlatan Ibrahimovic il est arrivé en même temps qu'un coéquipier et pas des moindres, Thiago Silva, un des meilleurs défenseurs lui aussi à son époque. Le Brésilien est alors âgé de 27 ans et justifie totalement son prix de 42 millions d'euros. C'est un montant qui est assez important à l'époque, encore plus en Ligue 1 pour un défenseur, mais vous le savez, le PSG boxe dans une autre catégorie. On a parlé de Serie A et de ce lien entre le PSG et ce championnat, avec Leonardo, le directeur sportif, qui apprécie beaucoup faire son marché en Italie, et ça a été le cas aussi pour de jeunes joueurs, à l'image de Marco Verratti, seulement 19 ans, un joueur qui a aidé Pescara à remonter en Serie A, avec notamment le trio qui formait en compagnie de Ciro Immobile et de Lorenzo Insigne. Verratti pour 10 millions d'euros, c'est le joueur du futur sur lequel mise le PSG, et on a pu voir que Verratti a duré longtemps, il y a eu quelques blessures, quelques coups de moins bien, mais sur la qualité du joueur et son attachement aussi au PSG, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. On a aussi Ezequiel Lavezzi qui arrive en provenance de Naples pour 30 millions d'euros, le Pocho qui va se rendre utile, pas le joueur le plus fort de sa catégorie, mais qui va rendre des services dans la quête de quelques titres nationaux pour le PSG, et enfin, on peut mentionner aussi l'arrivée de Grégory Vanderville, également un espoir du football, en provenance de l'Ajax, qui va pas forcément répondre aux attentes, mais si on résume bien ce mercato d'été 2012 du PSG, on est quand même sur un mercato assez satisfaisant, assez excitant. Avec ces différents joueurs, le Paris Saint-Germain a pu dominer, voire écraser la Ligue 1, il ne manque que la Ligue des Champions. On a loupé le coche pour certains comme Thiago Silva et Verratti lors de la finale 2020 disputée contre le Bayern Munich, mais sinon sur leur importance et surtout ce qui est représenté à l'époque comme nouveau PSG, Ibra, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti, on est obligé pour moi de parler de ce mercato d'été 2012 comme l'un des plus importants, des plus emblématiques, et j'irai même plus loin sur ce qu'il a représenté comme changement, comme bouleversement dans le football, à l'image du nouveau Chelsea et du nouveau Manchester City. Mais méfiez-vous, il n'y a pas que le PSG en Ligue 1 qui a été très fort sur un seul mercato d'été, on va parler de l'AS Monaco et d'un cas à part lors du mercato estival 2013, un petit peu de contexte comme toujours pour se replacer dedans, suite à son épopée de 2004 et la finale perdue de Ligue des Champions contre le Porto de José Mourinho. L'ASM est une belle équipe de Ligue 1, mais va décliner petit à petit jusqu'à être reléguée lors de la saison 2010-2011, malgré un gros total de points, 44 points pour un 18e de Ligue 1 et descendre en Ligue 2, c'est jamais arrivé, mais pas de répit. Le début de l'aventure en Ligue 2 est catastrophique, Laurent Banide est remercié en septembre, il est remplacé par Marco Simone, ancien grand joueur de la Principauté qui vient pour écoper, mais ça ne va pas très bien se passer puisque l'ASM se retrouve bon dernier à l'issue de la phase aller. Ils vont un petit peu redresser la barre au cours de l'année 2012 en terminant dans la première partie de tableau.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit événement au cours de cette saison, le rachat par le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev, qui arrive pour injecter beaucoup d'argent après avoir racheté 2/3 des parts du club et sécurisé Monaco en Ligue 2. L'oligarque russe ne va pas se contenter de ça et va mettre un petit coup d'accélérateur au projet en faisant venir certains joueurs, des montants assez incroyables pour de la Ligue 2 à l'époque, comme Lucas Ocampos, qui signe à 19 ans en provenance de River Plate et un montant évalué à 15 millions d'euros. On a aussi Jakob Poulsen, Andrea Raggi, Emir Bajrami et bien sûr le coach pour encadrer tout ça, Claudio Ranieri. Pareil, pas besoin de vous le présenter, même s'il était déjà à l'époque un beau nom. Il avait entraîné Valence, Chelsea, la Roma, l'Inter, l'Atlético. Armé comme jamais, Monaco va tenir son rang et remporter la Ligue 2, accompagné dans l'élite par Guingamp et Nantes. Mais vous le savez bien, le feu d'artifice est à venir. Mercato d'été 2013, la Monaco veut être un acteur majeur du mercato, 150 millions d'euros dépensés. Cette somme, elle est vraiment délirante pour un promu, même si on parle de l'ASM version russe, et à part des équipes de première ligue, et encore, on ne voit pas grand monde dépenser ça quand ils montent en première division. Et quand on regarde de plus près, ce ne sont pas seulement des chiffres, mais des noms qui sont dingues pour cette époque, et surtout pour une équipe qui revient en Ligue 1. Encore un duo, vous le savez, c'est la tradition désormais, et cette fois-ci, il vient de Porto, avec James Rodriguez et João Moutinho. On a aussi l'un des meilleurs attaquants de ce début des années 2010, avec Radamel Falcao, qui arrive depuis l'Atlético, un milieu de terrain français déjà international, Geoffrey Kondogbia, qui revient en Ligue 1 après son départ du FC Séville, des joueurs pour encadrer tout ça, comme Jérémy Toulalan, Ricardo Carvalho, Eric Abidal, mais aussi de grosses promesses du football français, comme Anthony Martial, qui arrive de l'Olympique Lyonnais à 17 ans pour 5 millions d'euros, et des paris qui se révéleront géniaux, comme Fabinho, qui arrive de Rio Ave, et qui deviendra l'un des joueurs les plus capitaux, les plus déterminants de cette équipe monégasque. Et une petite mention au mercato hivernal, avec une arrivée, et quelle arrivée, Dimitar Berbatov, le très élégant attaquant bulgare. Sans surprise, cet ASN ne va pas être un candidat pour le maintien, mais bien pour les places européennes. Ils vont terminer deuxième derrière le Paris Saint-Germain, avec seulement 4 défaites au cours de cette saison en Ligue 1. James Rodriguez s'illustre en étant impliqué sur 24 buts et termine dans l'équipe type de la saison, tout comme Levin Kurzawa, mais le plus beau est à venir pour lui avec sa remarquable Coupe du Monde 2014 et ce golasso inscrit contre l'Uruguay. James ne reste qu'une saison à Monaco et fait le grand saut vers le Real pour un montant estimé à 80 millions d'euros. En plus d'avoir permis à l'ASM de retrouver les premiers rôles en Ligue 1 et de se qualifier en Ligue des Champions, ce mercato d'été 2013 va aussi avoir un impact sur la durée, avec plusieurs joueurs qui vont jouer un rôle déterminant dans le titre de 2017, comme Falcao, Fabinho ou encore Moutinho, sans compter sur l'explosion de certains cracks comme Kylian Mbappé. Mais tout est parti de ce mercato d'été 2013 qui à l'époque avait fait sensation, et souvenez-vous bien, on parlait d'un promu. On a parlé de différents et de beaucoup de championnats, mais il y en a forcément un qui retient l'attention quand on parle de mercato, encore plus aujourd'hui, c'est bien sûr la Première Ligue. Et il y en a eu des transferts pour une même équipe sur une même année qui ont été assez épatants. Je pense forcément à Manchester United qui en 2005 fait venir Ji-Sung Park et Edwin van der Sar lors de l'été, mais aussi Patrice Evra et Nemanja Vidic lors de l'hiver, mais ça n'a pas été en même temps, donc ça compte pas forcément. Par contre, il y a une équipe qui a symbolisé, un petit peu comme le Paris Saint-Germain évoquait plutôt, une sorte de révolution, un rachat qui permet au club de passer dans une autre dimension, c'est bien sûr Chelsea. Et là on va se tourner vers le mercato d'été 2004 avec beaucoup de choses à dire, des joueurs que vous connaissez bien, des stars et des noms qui ont marqué à jamais l'histoire des Blues. Racheté un an auparavant pour 160 millions d'euros par Roman Abramovich, un montant qui paraît pas si dingue pour l'époque. Quand on parle de club anglais, on sait qu'aujourd'hui on évalue certaines équipes à plus d'1 milliard, donc forcément ça paraît être une bonne affaire. Et on avait déjà eu un mercato assez agité lors de l'été 2003. Crespo, Makélélé, Duff, Veron, Moutou, mais aussi Joe Cole, Wayne Bridge ou encore Jeremiah. Chelsea s'était bien armé en recrutant aussi Claudio Ranieri afin de le faire venir comme entraîneur principal. Les Londoniens avaient gonflé les pecs et avaient terminé à 2e place du championnat, mais aussi un beau parcours en Ligue des Champions, demi-finaliste battu par l'AS Monaco de Didier Deschamps, mais Abramovich en veut plus, encore plus, et il se sépare de Ranieri à l'été 2004 parce qu'il y a une opportunité en or. On l'a déjà évoqué, José Mourinho qui débarque à Londres lors de cet été, et lui aussi il veut un mercato qui ressemble à son équipe. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto, l'entraîneur portugais va en profiter pour ramener 2 de ses lieutenants. Comme toujours, c'est un petit peu le fil rouge de cette vidéo, des duos qui parviennent à renforcer des équipes lors d'un seul mercato. Et là avec Paulo Ferreira et Ricardo Carvalho, on parle de 2 très bons défenseurs qui vont aider les Blues justement à devenir l'une des meilleures défenses de PL. Seulement 15 buts encaissés lors de cette saison où Chelsea sera champion d'Angleterre. Je vous ai parlé d'impact immédiat, d'effets attendus très très vite pour ces joueurs. On parle d'un mercato à 150 millions d'euros et c'est vrai que Chelsea avait besoin de ce coup de boost. Ça faisait 50 ans qu'ils attendaient de remporter le championnat. L'objectif a été accompli, mais le grand rêve
rêve de Abramovich, comme pour beaucoup de présidents, c'est bien sûr la Ligue des Champions et le mercato 2004 de Chelsea. Comme vous le savez, Chelsea a dû attendre 8 ans de plus pour remporter enfin cette LDC, et ce sont des joueurs qui ont été recrutés à cet instant en 2004 qui ont pu mettre leur pierre à l'édifice. Il n'y a pas qu'au Portugal que Chelsea a fait son marché, la Ligue 1 était un championnat aussi très apprécié, avec bien sûr en tête d'affiche Didier Drogba, la recrue la plus chère de ce mercato estival, 38 millions d'euros, lui qui sortait d'une saison incroyable du côté de l'OM, avec notamment cette campagne en Coupe UEFA où il a été renversant, impressionnant, beaucoup de buts marquants, dont celui contre Newcastle. On est sans doute sur l'un des joueurs top 5, voire top 3 de cette ère des Blues qui a beaucoup contribué à la grandeur de Chelsea, dont cette Ligue des Champions enfin remportée en 2012. Et au-delà de cette Ligue des Champions, son passage lui a permis de grandir et de devenir un joueur référent en Première Ligue avec 164 buts inscrits et 80 passes décisives en tout pour les Blues. Lui aussi est considéré comme une légende de Chelsea, lui aussi a été un artisan majeur du titre de 2012 et lui aussi venait de Ligue 1. C'est bien sûr Petr Cech qui a incarné cette défense si dure, si difficile à passer des Blues, recruté pour 13 millions d'euros. Le gardien tchèque a remporté en tout 15 titres avec les Blues, a un record de clean sheet à son actif et aussi un casque qu'il a récupéré après un violent choc à la tête lors d'un match contre Reading. Cech Drogba sur le même été, ça a permis à Chelsea de grandir et de devenir une équipe encore plus redoutable, mais il y a 4 autres noms qui sont arrivés lors de cet été. Un duo des Pays-Bas qui n'a pas forcément répondu à toutes les attentes. Je pense d'abord à Arjen Robben qui malheureusement a eu quelques blessures, des petits coups d'éclat, mais on n'a jamais eu la version incroyable de Robben qui a été celle du Bayern. Donc un petit peu de regret de peut-être pas l'avoir vu décoller totalement à Chelsea, mais c'était pas encore son heure. Et puis Mattea Kezman, le Serbe, qui est arrivé en même temps du PSV que Robben, lui repartira au bout d'une seule saison, seulement 7 buts inscrits, un total qui ne lui a pas permis de rentrer dans les plans de Mourinho. Enfin, une belle mention pour 2 joueurs qui ont eu eux aussi leur importance pour les Blues. D'abord Thiago Mendes, il n'est resté qu'une saison, mais contrairement à Kezman, il a été très apprécié des supporters, beaucoup regretté son départ, mais il fallait faire de la place pour un certain Michael Essien. Thiago Mendes a été inclus dans l'échange direction l'OL, mais ce qui est sûr, c'est que le Portugais était un joueur magnifique, assez sous-coté d'ailleurs, hein. Aujourd'hui on n'en parle pas assez parce qu'il a vraiment été très très bon entre la Juve, l'Atlético, l'OL et Chelsea. Et enfin Alex, le puissant défenseur brésilien, quand t'étais dans le mur et que t'allais prendre un coup franc d'Alex, fallait généralement s'écarter. Lui, il a dû attendre 3 ans avant de rejoindre Chelsea, son permis de travail était bloqué, il a fait 3 belles années au PSV, avant de devenir un défenseur intéressant dans la rotation. Il a tout de même disputé une centaine de matchs sous les couleurs des Blues avant de rejoindre le PSG. Quand on fait le bilan de ce Chelsea 2004, il y a du très haut, du moyen, du décevant, mais comme je vous le disais, le duo Drogba-Cech et l'importance des joueurs défensifs comme Carvalho et Ferreira, pour moi, on est obligé de mettre ce mercato de Chelsea dans cette catégorie, peut-être moins marquant que d'autres, mais encore une fois, ça symbolisait une équipe des Blues qui voulait retrouver de la splendeur, qui voulait être un patron en Angleterre et en Europe. Ça a été le cas immédiatement en PL, et il a fallu attendre 8 ans de plus pour voir ce triomphe européen à Munich. Qui dit mercato emblématique dit souvent grosses dépenses. Cette fois-ci, pour la dernière équipe, on va s'aventurer sur un autre terrain, un autre contexte. Et tenez-vous bien, ce mercato a été remarquable, incroyable. Seulement 13 millions d'euros dépensés. C'est le cas de l'OGC Nice en 2016. Bravo aux dirigeants pour cette masterclass. On va voir en détail ce qui s'est passé. Mais entre le choix de l'entraîneur Lucien Favre et les noms qui sont venus, Dante, Balotelli, Belhanda, vraiment, on est sur un 10 sur 10. On a eu des paris payants, d'un prêt bien senti, des joueurs libres qui ont vraiment renforcé cette équipe. Et pourtant, Nice sortait déjà d'une belle saison en 2015-2016 sous la houlette de Claude Puel avec un Hatem Ben Arfa vraiment au summum de sa carrière qui avait été très performant, très bon. Pour appuyer cette lancée et remplacer Claude Puel, le président Jean-Pierre River choisit Lucien Favre, alors technicien en vue du côté de Mönchengladbach et de la Bundesliga. Si le deuxième passage de l'entraîneur suisse sur la Côte d'Azur a été assez mitigé, voire décevant, il ne faut pas oublier à quel point ça a été très très bon à l'époque. 2 saisons réussies. Le Nice de Lucien Favre, c'était un modèle, une équipe qu'on adorait suivre. La cellule de recrutement niçoise a fait venir de nombreux joueurs, a flairé des bons coups. Clin d'œil du destin, Dante qui est recruté, il avait 32 ans à l'époque, quasiment 10 ans après, il va faire sa dernière saison à Nice, donc voilà, histoire de boucler la boucle, mais c'est bien de voir que Dante a été recruté pour être le patron de cette défense, accompagné par Paul Bess, un défenseur qui réussissait bien du côté de Saint-Etienne. Ensuite, pour les latéraux, on avait déjà Ricardo Pereira qui était très performant, on va chercher d'Albert au Portugal, et lui aussi il a fait une saison incroyable. Malheureusement, la suite a été plus compliquée pour lui, notamment à l'Inter, Rennes ou la Fiorentina, où il n'a pas forcément réussi, mais comme vous le savez, à l'image de Ben Arfa, la grosse force de Nice a été de ramener des joueurs libres avec une certaine réputation, sous forme de paris, de les transformer, de leur permettre de rebondir. Ça a été le cas lors de cet été 2016 avec Mario Balotelli. Après 2 années galères du côté de Liverpool et de l'AC Milan, le sud-est de la France va faire du bien à Super Mario qui va inscrire 43 buts, même si à la fin, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué, il a boudé notamment pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Faut pas oublier à quel point ça a été un très très beau coup. On a aussi le remplaçant de Nampalys Mendy
Elneny qui a filé du côté de Leicester, le bord de niçois s'est tourné vers Willian Cyprien pour former un très très beau trio, encore une fois, avec Jean-Michel Seri et Vincent Cosiello. Dommage que Cyprien soit fait les croisés parce que je pense qu'il aurait pu avoir une toute autre trajectoire, une autre carrière, mais à Nice, quand il était à 100%, il a vraiment bien répondu présent, et pour info, aujourd'hui, il joue toujours du côté de la Chine. Encore 2 joueurs à évoquer, avec peut-être ce qui est un des coups les plus fous à l'époque, faire venir Walter Benitez, jeune gardien argentin en provenance de Quilmes, libre. Nice a recruté son futur gros gardien qui a passé 5 saisons en tant que titulaire sans dépenser d'unité de transfert. Quand on sait à quel point Benitez a été très très bon lors de ses années Ligue 1, lui aussi à son tour il a rejoint libre le PSV Eindhoven, mais vraiment ça a été bien senti. Et enfin, ce qui est assez rare dans ce type de mercato emblématique, c'est une recrue en prêt avec Younes Belhanda relancé, lui qui a passé pas mal d'années du côté du Dynamo Kiev, aussi de Schalke 04. C'est peut-être pas la meilleure version de Belhanda comme on avait pu l'avoir à Montpellier, par contre il a été très important. On aime aller au stade pour ce type d'artiste et ça a été le cas à Nice lors de sa seule saison passée en prêt là-bas. Nice a terminé 3e à l'issue de ce mercato d'été 2016 pour l'une des saisons modernes, vraiment référence de ce club qui a pu capitaliser là-dessus et compter sur quelques éléments encore pour pas mal d'années, à l'image de Dante, 41 ans, est toujours là. Et on termine ce tour d'horizon des mercatos là-dessus. C'était extrêmement passionnant et captivant pour moi de me replonger là-dedans, d'ouvrir la boîte à souvenirs pour voir des dynamiques, des prix parfois incroyables, d'autres vraiment des affaires, j'en reviens pas. Je ne m'interdis vraiment pas de faire une deuxième édition parce qu'il y a beaucoup de mercatos qui méritent le détour. Je pense notamment au Barça 2004 avec Eto'o, Deco, Juli, Silvinho, Belletti, Edmilson, Larsson. Franchement, c'était très très fort. Donc pourquoi pas tourner une autre vidéo en rappelant certains mercatos qui ont pu compter dans l'histoire récente, moderne de certains clubs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Allez suivre aussi ce que je peux faire sur d'autres plateformes comme TikTok ou en podcast. Encore merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres contenus foot.